Chers auditeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Storia Voce. Vous le savez, nos podcasts sont gratuits. Alors si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez faire un don à notre association en cliquant sur le lien qui est indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, vous recevrez un abonnement à notre magazine Histoire et Civilisation. D'avance, merci. Successeur de John Adams à la tête des États-Unis en 1800, Thomas Jefferson s'est bâti une carrière politique en puisant dans ses origines personnelles et dans son érudition les éléments clés de sa ligne politique. Sa présidence clôt les années de révolution et de guerre, et en particulier la guerre d'indépendance qui s'est déroulée de 1775 à 1783. Il ouvre donc par son mandat le XIXe siècle, période de croissance et de construction pour les États-Unis. Prenant la tête des États-Unis peu après la Révolution française, Thomas Jefferson cultive aussi des liens et un amour particulier pour la France et ses idées révolutionnaires qui se concrétisent en 1789. Donc, dans le même temps, Thomas Jefferson est un personnage ambivalent, tant dans sa vie privée que dans ses choix politiques. Qui fut Thomas Jefferson et quel rôle a-t-il joué à ce moment clé de l'histoire des États-Unis? C'est ce que je vous propose de voir et de découvrir avec Laurent Zecchini. Laurent Zecchini, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, ancien correspondant pour le journal Le Monde dans divers lieux, notamment à Washington, à Jérusalem. Et vous êtes l'auteur d'une biographie sur Lafayette. Et vous venez tout juste de publier Thomas Jefferson, le président américain francophile, aux éditions Perrin. Je confirme. Alors tout d'abord, vous avez donc retracé la biographie de Thomas Jefferson, effectué un travail d'historien. Quelle a été votre méthode et votre parcours pour vous imprégner de sa vie et de sa pensée pour rendre cette biographie vivante? J'ai écrit effectivement une biographie de Thomas Jefferson, donc j'ai réalisé un travail d'historien. Et pour ce faire, en fait, il n'y a pas une dizaine de méthodes, il n'y en a qu'une, c'est de retourner sur les lieux où Thomas Jefferson a vécu, en l'occurrence son domaine de Monticello en Virginie, qui abrite la Jefferson Foundation. Et j'ai passé 5 semaines à la Jefferson Foundation pour étudier toute la correspondance de Jefferson, qui est encyclopédique. Et c'était d'ailleurs une expérience tout à fait passionnante, parce que c'est un lieu qui se situe donc en Virginie, près de la ville de Charlottesville, dans un endroit qui est complètement une espèce d'écrin de sérénité dans la nature de cette région. Et j'ai eu la chance d'être pratiquement seul à consulter les collections de Jefferson quand j'y suis allé. Et donc je me suis imprégné à la fois de ses écrits, de sa correspondance et aussi des lieux où il a vécu. Donc je me suis promené sur son domaine de Monticello et j'ai rencontré différents acteurs. Alors ça, c'était la première approche de Jefferson. Et puis l'autre approche, comme tout historien, ça consiste à rencontrer, ne serait-ce que par les livres, bien entendu, tous les personnages et tous les lieux qui ont marqué la vie de Jefferson. Donc je me suis efforcé de lire le maximum de choses sur Jefferson, c'est-à-dire bien entendu toutes les biographies qui ont été écrites sur lui, et puis les biographies de gens qui ont été, de personnalités de l'époque, qui ont été importantes pour la structuration de sa pensée personnelle et politique. Donc voilà, c'est une double démarche sur les lieux qui ont été les lieux de sa vie, et puis dans cette remontée livresque avec les gens qu'il a connus. Alors, puisque donc vous avez été sur ces lieux, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les origines géographiques et familiales de Thomas Jefferson, et en quoi est-ce que ces origines ont été importantes dans la suite de sa carrière?
Monticello, son domaine de Virginie, dont on va reparler parce que ça a été un élément cardinal de la vie personnelle et de la vie politique de Jefferson. C'est donc en Virginie, à la frontière de la Virginie et de la Caroline du Nord. Et c'est un lieu de frontière, c'est un lieu de frontière géographique, mais c'est aussi le lieu de ce que les Américains appellent la frontière, qui est un lieu politique et qui est un lieu presque mythique, symbolique. La frontière, c'est le début de l'Ouest américain. Et donc, c'est le lieu de tous les possibles pour les Américains. Ça reste aussi très prégnant dans la mentalité collective des Américains aujourd'hui. La frontière, c'est l'endroit où on peut exploiter ses talents et donc s'ouvrir vers l'avenir. Donc, voilà, Monticello, c'est un double lieu, c'est presque un lieu idéologique, la frontière pour Jefferson. Son père était arpenteur, Peter, il avait un rôle essentiel qui était précisément de faire le relevé de toutes les terres nouvelles qui s'offraient aux Américains. Donc c'est le début de l'aventure vers l'Ouest, en fait. Et Jefferson va ouvrir le premier la voie vers l'Ouest avec l'expédition Lewis and Clark. Et donc avec... quelque part, c'est le début de ce que les Américains appellent la destinée manifeste de l'Amérique. C'est l'ouverture vers l'Ouest, et puis c'est cette idée fondamentale qui consiste à relier un océan à l'autre de l'Amérique, l'Atlantique vers le Pacifique. Voilà, en quelques mots. Oui, et donc, c'est vrai que par rapport à la Virginie, il y a également une histoire particulière par rapport à cette colonie qui a été une des premières. En quoi est-ce que cela a pu être marquant pour... C'est effectivement une caractéristique importante, mais encore une fois, quand Jefferson passe son enfance en Virginie avec son père et sa mère, qu'il a finalement assez peu connu, mais enfin on en reparlera peut-être de sa famille, parce qu'il avait des rapports qui étaient très compliqués avec sa mère, qui n'étaient pas extrêmement proches en fait. Mais quand Jefferson passait son enfance à Monticello, enfin à Shadwell, il est né à Shadwell, la propriété de son père c'est Shadwell, et c'est situé à 15 km de Monticello, donc c'est vraiment à côté. Mais il n'était pas rare qu'il y ait des délégations d'Indiens qui venaient dans la propriété de Shadwell. Donc ça veut dire que Jefferson, dès son enfance, a été confronté à cette idée que l'Ouest, c'était des terres encore inconnues, mais dont il fallait s'occuper. Et puis, c'était le métier de son père de voir ça. Et alors, la Virginie a évidemment une caractéristique particulière. C'est le sud de l'Amérique. Le sud de l'Amérique, à cette époque-là, c'est une terre où l'esclavage règne en maître. Tous les propriétaires terriens, et Jefferson en fait partie, sont des planteurs qui cultivent, en l'occurrence à Monticello, essentiellement la culture du tabac, et où travaillent, à l'époque de Jefferson, au début, 150 esclaves. Donc c'est un milieu très, très particulier de patriciens, mais c'est en même temps une terre très, très rurale, la Virginie, et c'est une terre provinciale qui va avoir un impact important sur Jefferson, même si grâce à ses lectures, grâce à ses maîtres, ce qu'il connaîtra au collège William and Mary de Williamsburg, il va peu à peu s'ouvrir et acquérir une culture extrêmement variée et qui va devenir encyclopédique. Alors justement, quels sont ses principaux traits de caractère Première chose qui vient à l'esprit pour Jefferson, je dirais que c'est un taiseux. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui s'exprime facilement. C'est quelqu'un qui est tout en retenue, qui fuit les conflits, ce qui ne l'empêche pas, quand il sera confronté sur le plan politique à des challenges et à des adversaires politiques, il saura employer
les moyens idoines pour s'imposer à ses adversaires. Mais en même temps, c'est quelqu'un de disert dans le petit cénacle de sa vie familiale et amicale. Et à Monticello, il sait accueillir ses hôtes parce que c'est un homme extrêmement courtois, extrêmement policé. Mais d'abord, ce n'est pas un tribun. C'est pas un homme qui parle facilement devant un auditoire important. Donc c'est voilà la caractéristique essentielle de Jefferson, c'est ça. C'est un homme secret. Et d'ailleurs, sa vie personnelle va le montrer, puisqu'il va avoir une espèce de double vie. Je crois que le terme n'est pas trop fort. Voilà pour l'essentiel de son caractère, de sa personnalité. Alors pour resituer un petit peu le contexte dans lequel Thomas Jefferson arrive, il faut parler donc de ces moments de révolution. Comment est-ce que vous qualifieriez la révolution américaine et est-ce qu'on peut la comparer par exemple à la révolution anglaise? Est-ce que c'est une révolution libérale? Comment y voir clair finalement dans les idées en cours à l'époque de Thomas Jefferson? La révolution anglaise est la première qui est touchée par l'esprit des Lumières en réalité, puisque la glorieuse révolution anglaise 1642-1649 est très effectivement marquée par l'esprit des Lumières qui commence à essaimer un petit peu en Europe d'abord. Et puis c'est une révolution qui commence à remettre en cause la domination de la noblesse, mais les Anglais ne sont pas allés très loin en la matière, contrairement aux Américains et aux Français. Je crois que la comparaison avec la Révolution française est également importante, justement par l'esprit des Lumières, mais il y a une grosse différence de nature entre la Révolution américaine et la Révolution française. C'est pour ça que les historiens français ont du mal à parler de la révolution américaine. Parce qu'ils estiment, non sans raison, que c'est une lutte contre un pouvoir colonial, la révolution américaine, mais il n'y a pas de dimension sociale. La Révolution française cherche à abolir des privilèges et cherche à abolir un pouvoir, la monarchie. Les Américains n'ont pas ce genre de préoccupation, même s'ils veulent se débarrasser de la tutelle de Albion, de la couronne britannique. Alors, comment Thomas Jefferson parvient-il à la tête des États-Unis, puisque c'était un personnage plutôt discret, issu de la Virginie? Quelle trajectoire poursuit-il? C'est une voie d'accession purement démocratique par des élections, puisqu'il participe à l'élection présidentielle de 1800 et qu'il est opposé au président sortant, John Adams, dont il a été le vice-président. C'est une élection qui sera laborieuse, puisqu'il faudra 36 tours de scrutin pour que Jefferson puisse l'emporter. À l'époque, c'est pas comme dans l'élection présidentielle. Aujourd'hui, il n'y a pas de ticket de président et de vice-président. Le premier arrivé en tête est président, le second est vice-président. Le problème, c'est que, en l'occurrence, c'est Aaron Burr, avec qui il a fait équipe, qui arrive en deuxième position. Et la difficulté viendra du fait que Aaron Burr ne veut pas laisser sa place à Jefferson. Donc les relations entre les deux hommes vont devenir extrêmement conflictuelles, mais Jefferson finira par s'imposer à ce moment-là. Donc, à quelle personnalité politique est-ce qu'on pourrait comparer Thomas Jefferson? Est-ce que lui-même a eu des inspirateurs ou est-ce qu'il a inspiré d'autres hommes politiques? Moi, j'ai tendance à penser que Jefferson est unique, que sa pensée et sa trajectoire sont uniques. Je vois mal dans le personnel politique américain, surtout avant lui, et même après lui, d'autres personnalités qui ont la dimension de Jefferson, qui ont cette culture tout à fait étonnante et qui ont accompli
des réformes, en tout cas des actes politiques aussi importants que Jefferson. Mais bien entendu, il aura des gens qui vont suivre son exemple. Ses deux amis les plus proches sont les deux présidents suivants, c'est-à-dire James Madison et James Monroe, qui seront tout à fait dans les pas de Jefferson. Jefferson a été notamment celui qui a posé les bases d'une doctrine importante de l'Amérique du 19e siècle, qui est l'isolationnisme. L'isolationnisme commence au début, vers le milieu du 19e siècle, va se prolonger jusqu'au début du 20e, et c'est Monroe qui donnera son nom à la doctrine, mais c'est Jefferson qui l'a inscrit dans les faits. Son idée était que à partir du moment, et on va en reparler, je pense, à partir du moment où les Américains seront les maîtres chez eux, c'est sur le continent américain, donc sur cette grande Amérique d'un océan à l'autre, avec la Louisiane, le rachat de la Louisiane, l'Amérique ne doit pas se préoccuper des querelles européennes. C'est-à-dire, elle doit rester le plus possible en dehors des querelles européennes. Et ça, c'est le début de l'isolationnisme américain, qui est une tentation récurrente pour les Américains. Au XXe et au XXIe siècle, on verra que les présidents américains sont de temps en temps, de façon presque, oui, c'est ça, de façon récurrente, tentés par l'isolationnisme. Et d'ailleurs, ils ne se mêleront pas beaucoup des guerres européennes jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui est leur entrée véritablement en guerre dans les guerres européennes. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est de Thomas Jefferson que vient cette idée que les États-Unis peuvent être autosuffisants puisqu'ils ont toutes les ressources et les richesses nécessaires pour être une puissance majeure? En tout cas, ils ont les moyens, même si quand Jefferson rachète la Louisiane à Napoléon, beaucoup de gens aux États-Unis sont un peu effarés par cet achat, parce que c'est vrai que c'est un territoire qui représente 2 140 000 km². C'est quelque chose de gigantesque. C'est l'équivalent de 7 pays européens d'aujourd'hui, de 14 États américains d'aujourd'hui, l'équivalent aussi de 4 fois la surface de la France. Donc c'est quelque chose de monstrueux, et ses contemporains disent que le trésor américain avait bien d'autres priorités plutôt que de racheter ce territoire à Napoléon. En même temps, ça n'a pas coûté très cher aux Américains. Ça a coûté 15 millions de dollars pour la vastitude que représente la Louisiane à l'époque. C'est très bon marché, si j'ose dire. Donc, à partir de là, effectivement, à partir du moment où effectivement les Américains vont exploiter la Louisiane par cette percée vers l'ouest et donc se rendre maître de tous ces territoires, ils vont comprendre effectivement que leur première priorité, ça doit être d'exploiter ces nouveaux territoires, et ils n'ont pas besoin de se préoccuper d'aller voir ailleurs, si je veux dire, au-delà des mers, en quelque sorte. Alors justement, on parlait de la Louisiane. Oui. D'où vient la francophilie de Jefferson? Moi, j'imagine que déjà cette transaction a dû favoriser des liens plutôt favorables du côté des États-Unis, mais d'où vient le fait que Thomas Jefferson ait un attrait pour la France? Je pense que c'est ça. D'abord, ses maîtres. Il a eu des professeurs au collège William and Mary qui ont été très influents sur la structuration de sa pensée, qui lui ont parlé de la France. La France, à l'époque, c'est quand même un pays qui brille par son intellectualisme, et Jefferson sera très marqué par ce qu'il appellera la scène brillante de l'Europe, et qui est incarnée notamment par la France. Ces lectures vont l'y mener, que ce soit les penseurs
français comme Voltaire, Rousseau, Condorcet. Il a tout lu pratiquement des penseurs français des Lumières. Et puis des Anglais aussi, que ce soit Isaac Newton, Bolingbroke et d'autres. Et donc, alors, à 2 reprises, George Washington, le premier président américain, va lui proposer effectivement de devenir ambassadeur des États-Unis en France. Et à 2 reprises, il va se sentir obligé de refuser. Il y a d'abord la santé de son épouse, qui est très chancelante. Et d'ailleurs, elle mourra assez jeune. Et puis, pendant la guerre d'indépendance, quand les Britanniques viennent aux portes de chez lui, en Virginie, alors que Jefferson est gouverneur, il ne se conduit pas d'une manière très admirable. Ce n'est pas un leader militaire, Jefferson. Et il ne fait pas preuve on peut dire d'un grand courage militaire et politique à ce moment-là. Et donc il est mis en cause pour son poste de gouverneur. Et donc la 2e fois que Washington lui propose de partir en France, il va dire non, je ne peux pas partir parce que il faut d'abord que je me lave de toutes les accusations qui ont été proférées contre moi. Il réussira sans difficulté. D'ailleurs, l'Assemblée de Virginie lui donnera une espèce le lavera de tout soupçon. Mais quand même, ces 2 occasions ont manqué. Et donc, il s'est habitué à penser quand même à la France. Et quand il sera plus libre de ses mouvements, notamment sur le plan politique, il n'hésitera pas effectivement à partir à ce moment-là comme ambassadeur en France. Et là, c'est quelque part une révélation. Je veux dire, la France, il atteint enfin ce pays qui a été très idéalisé, très fantasmé, justement par son intellectualisme. Il sait que les plus grands penseurs de l'Europe se retrouvent en France. Et d'ailleurs, il va fréquenter les intellectuels dans les salons et dans les clubs. Et il va nouer des amitiés extrêmement solides en France. Et c'est un pays avec lequel il a, comment dirais-je, tout de suite des atomes crochus. Il le dira d'ailleurs au bout d'1 an à Abigail Adams, la femme de John Adams, parce que John Adams est déjà en France, lui, avec Benjamin Franklin comme ministre plénipotentiaire, comme ambassadeur. Et donc il tombe amoureux de la France. Il va tomber amoureux un peu trop, d'ailleurs, parce que au moment où la Révolution française monte, il va s'enthousiasmer pour les idées révolutionnaires, ce qu'on peut comprendre, mais au point de s'en aveugler. Jefferson, pendant toute une époque, je veux dire, est devenu presque aussi jacobin que Robespierre, c'est le moins qu'on puisse dire. Il dira, d'ailleurs, il a une phrase que je vous cite, en 1787, il célèbre l'esprit de résistance des Français en disant que quelques vies perdues ne sont pas grand-chose. Et il ajoute « L'arbre de la liberté doit être arrosé de temps en temps par le sang des patriotes et des tyrans ». Et ça, cette phrase extrêmement jacobine, qui est plus robespierriste que Robespierre, elle va le suivre pendant longtemps. En France, ce n'est pas très grave, mais quand il va retourner aux États-Unis comme secrétaire d'État, puis comme président, c'est du pain béni pour les fédéralistes incarnés par John Adams et Alexander Hamilton, qui lui reprocheront ce tropisme français un peu trop prononcé. Et il mettra du temps à faire la part des choses et à comprendre que, effectivement, les Jacobins sont allés trop loin et que ça ne peut pas servir son idéal de liberté, et parce que Jefferson est quand même fondamentalement un modéré. Il a eu une période jacobine qu'il va regretter par la suite. Oui, et donc d'autant que ce tropisme concerne aussi les aspects culturels de la France. Par exemple, quel est son degré de connaissance, sans mauvais jeu de mots, du vin, des villages français? Quel est son lien à ce niveau-là, au niveau culturel? Oui, il est tombé amoureux de la France dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que il avait un goût très prononcé pour les vins français, pour la cuisine française. Pour les vins français, je vous rassure tout de suite, il a toujours fait preuve de tempérance. C'est-à-dire que Jefferson n'était pas quelqu'un, je veux dire, à abuser de la boisson. Mais
sa table en Virginie, à Monticello, et puis après à la Maison-Blanche, était probablement la plus renommée et la plus fournie en vin français. Il avait d'ailleurs inventé un système pour faire monter les bouteilles de sa cave à Monticello, qui était tout à fait original. Il va faire un voyage très important à la moitié de son séjour en France. Donc son séjour en France, c'est 1784-1789. Et son voyage dans le sud de la France, c'est 1786, si je ne me trompe. Et c'est un voyage qui va durer plus d'1 mois et demi. Il va visiter toutes les régions françaises. Et à chaque fois, il va rapporter des vins, et ce qui va lui permettre d'avoir cette cave tout à fait étonnante. Alors, ce n'est pas uniquement un voyage culinaire et viticole, puisque en fait, il va découvrir tous les lieux artistiques de la France et emmagasiner des idées pour la conception de son domaine de Monticello. Il faut savoir que Jefferson, pour envisager son domaine de Monticello, sur lequel il va travailler pendant 40 ans. Monticello ne sera jamais terminé dans sa conception. Il va l'améliorer sans arrêt. Mais ses influences sont notamment françaises. Quand il est à Paris, quand il arrive à Paris, plusieurs fois par semaine, il se rend au jardin des Tuileries et il regarde un bâtiment qui est l'hôtel de Salm, qui est de l'autre côté du jardin des Tuileries, donc sur la rive gauche. Et l'hôtel de Salm, c'est aujourd'hui le musée de la Légion d'honneur. Et c'est une bâtisse d'une pureté de ligne tout à fait extraordinaire. Ça va l'influencer durablement pour concevoir Monticello. Et pendant son voyage dans le sud, il est influencé aussi par la Maison Carrée de Nîmes, qui est un bâtiment tout à fait extraordinaire, et puis par la Halle au Blé à Paris, qui vont également avoir une influence artistique importante chez lui. C'est vrai que cette fascination dénote justement un caractère érudit. Et comment ce caractère se concrétise dans sa vie politique ? Dans sa vie politique, je ne suis pas sûr qu'il y ait toujours une corrélation. Jefferson, comme vous le savez, quand il était à Monticello, je veux dire, retournait à sa bibliothèque, à ses amis, et donc à cette vie justement littéraire. Quand il était à la Maison-Blanche, il n'avait qu'une envie, en fait, c'était de retourner à Monticello. Il s'est plaint sans arrêt de sa vie de président à Washington, D.C., et il n'avait qu'une envie, c'était de retourner à Monticello pour retrouver ses livres, ses amis, la campagne. Jefferson est un homme de la nature. Quand il est à Monticello, il monte à cheval au moins 2 heures par jour, et il fera ça pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. Donc, il y a une dichotomie, effectivement, entre ces lectures et les hommes, les penseurs qui l'ont influencé, avec notamment John Adams, puisqu'ils n'auront pas la même vision des choses. Lui, il restera influencé par la France et par les penseurs français. Et d'ailleurs, la question de la France restera une pomme de discorde pendant longtemps aux États-Unis, pendant son mandat de secrétaire d'État et pendant son mandat de président, puisque des gens comme Adams et Hamilton ne cesseront de rêver au retour dans le giron de l'Angleterre, alors que Jefferson veut garder son alliance avec la France. Et il va tenir mordicus à préserver le traité d'alliance de 1778 avec la France, alors qu'effectivement, des hommes comme Adams et Hamilton veulent y mettre fin, quoi. Alors vous avez souligné donc ce goût pour... vous évoquiez la vie personnelle de Thomas Jefferson. Qui était donc Sally Hemings ? Sally Hemings, un personnage essentiel dans la vie de Jefferson. Enfin, personnage essentiel qui le deviendra beaucoup plus tard. Quand Jefferson part en France comme ambassadeur, donc en 84, 2 ans plus tard,
il fait venir Sally Hemings, qui est une jeune esclave de Monticello, pour s'occuper de ces deux filles qui sont parties donc, avec lui à Paris. Et Sally Hemings va devenir probablement à Paris, c'est-à-dire pendant que Jefferson est ambassadeur, sa concubine. Il dit probablement parce qu'on n'en sait rien. Il n'y a absolument aucun écrit dans la très volumineuse correspondance de Jefferson qui mentionne Sally Hemings. Et ses enfants s'évertueront à détruire toute la correspondance avec leur père. Et peut-être on peut supposer qu'il y avait des mentions de Sally Hemings. Mais Sally Hemings n'apparaîtra jamais officiellement. Mais enfin, ça a été quelqu'un de très, très important, puisque quand il retourne donc en France en 89, pour prendre ce poste de secrétaire d'État que lui confie George Washington, Sally Hemings est enceinte d'un premier enfant, et elle aura 6 enfants de Thomas Jefferson. Mais on ne le sait que depuis 1998, alors qu'il est revenu donc en 1789 de Paris, donc aux États-Unis. Et on le sait parce que, alors la polémique s'était un petit peu développée bien avant cette date du temps du vivant de Jefferson, notamment par les écrits d'un journaliste qui s'appelait Callender, qui a écrit effectivement que Jefferson vivait avec une Vénus africaine, je crois que c'est le terme qu'il avait employé à l'époque. Mais il n'y avait pas ce que les Américains appellent de smoking gun, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune preuve que Jefferson vivait avec une esclave noire. Et il a fallu attendre donc 1998, c'est-à-dire des tests ADN qui ont prouvé sans contestation possible que Jefferson était donc le concubin et le père des enfants de Sally Hemings. Mais le plus extraordinaire, c'est que pendant près de 2 siècles, tous les historiens jeffersoniens ont nié l'existence de cette relation de Jefferson avec une jeune esclave noire. Il y a des biographes éminents de Jefferson comme Merrill Peterson et bien d'autres qui ont nié absolument les révélations de Callender. Et c'est donc uniquement en 98 qu'on a prouvé que ils ont menti, en fait. Ils ont menti à la postérité, ils ont menti aux Américains. Et donc Jefferson avait une vie cachée. Et donc il dissimulait des pans entiers de sa vie personnelle aux Américains. Il faut rendre grâce à la Jefferson Foundation, que j'ai bien connue, et pour cause, puisque j'ai travaillé longtemps dans les collections et la correspondance de Jefferson. Mais ce n'est que tardivement que 2 historiens de la Jefferson Foundation ont fini par faire une espèce d'aggiornamento et à reconnaître effectivement que Jefferson avait une vie cachée. Et aujourd'hui, quand on va à Monticello, son domaine qui est très important pour la mentalité collective des Américains, puisqu'il est visité chaque année par quelques 540 000 visiteurs, il y a toute une partie qui retrace la vie de Sally Hemings. Donc on ne cache plus rien sur cette relation de Jefferson avec sa concubine, pas notoire à l'époque, mais depuis qu'il l'est. Et alors, c'est quand même particulièrement surprenant, puisque on sait que Thomas Jefferson donc, avait lui-même des personnes en servitude. Ça paraît complètement paradoxal. Et qu'est-ce qu'on peut dire de la vision de l'esclavage qu'avait Thomas Jefferson ? Je crois que le plus extraordinaire, dans ce livre, dans ma biographie de Jefferson, j'explique que je suis allé en Virginie et donc je suis allé à Monticello où j'ai passé beaucoup de temps à la recherche d'éléments que je soupçonnais dans la vie de Jefferson ou dont j'avais connaissance mais dont je voulais avoir la preuve. Et j'ai cherché des réponses à la vie de Jefferson. Et j'explique dans ce livre que j'ai trouvé beaucoup de réponses, mais pas la réponse à une question essentielle. Et cette question essentielle, c'est la suivante. Comment un homme
comme Jefferson, qui avait une telle élévation d'esprit, qui avait une vision si humaniste de la vie en société par ses lectures et sur le devenir de l'Amérique, comment un homme avec une telle élévation d'esprit pouvait cohabiter dans son esprit, justement dans sa pensée, avec une telle étroitesse de la pensée qui est la doctrine d'exclusion raciale. Et la réponse à cette question, je ne l'ai pas trouvée. Je pense que d'autres historiens de Jefferson essaieront de la trouver. Dans les historiens qui ont déjà publié des choses sur Jefferson, je n'ai vu aucune explication. Ça fait partie du mystère de Jefferson, en réalité. Mais ça prouve, malgré tout, que Jefferson avait une vie dissimulée. C'est ce que j'appelle la part d'ombre de Jefferson, puisque là-dessus, il ne s'est jamais expliqué, en quelque sorte. Ça reste un mystère personnel, en quelque sorte. Alors, quel est aujourd'hui, pour les Américains, l'enjeu justement de retracer l'histoire des pères fondateurs des États-Unis et de Thomas Jefferson? Quand Franklin Roosevelt a inauguré ce très imposant mémorial Jefferson qui est sur les bords du Potomac à Washington en 1943, il a souligné que l'Amérique rendait hommage à Jefferson et qu'il était temps qu'elle reconnaisse tous ses mérites. Mais on était effectivement en pleine... enfin, c'était entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et les Américains se rendaient compte effectivement que la pensée de Jefferson avait été extrêmement importante dans leur histoire. Et dans ce mémorial de Jefferson, il y a notamment sur les murs de pierre du mémorial la phrase la plus fameuse de Jefferson, qui est contenue dans la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1976, qui est une phrase universelle. Je vous la cite: « Nous considérons ces vérités comme évidentes, que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, que parmi ceux-ci se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. » C'est une phrase importante puisque c'est une matrice universelle qui va servir à toutes les luttes en faveur de l'indépendance et toutes les luttes en faveur des droits de l'homme à travers le monde. Donc les Américains sont redevables à Jefferson d'être le père de cette déclaration, puisqu'il a été le principal rédacteur de la déclaration d'indépendance. Mais quand Franklin Roosevelt rend hommage à Jefferson devant cette phrase qui est sur les murs complètement incroyable du mémorial, il oublie de citer une phrase qui ne figure pas d'ailleurs dans la pierre de ce mémorial et dans laquelle, quand on lit la déclaration originelle de Jefferson, la phrase suivante c'est « Mais il est évident que les deux races, blancs et noirs, ne peuvent pas vivre ensemble en harmonie ». Ce qui tempère beaucoup, évidemment, la phrase très humaniste de cette première déclaration qui figure dans la déclaration d'indépendance de Jefferson. Et voilà qui nous laisse bien à méditer sur la vie de Thomas Jefferson et donc sur les paradoxes qu'il a pu incarner au cours de son existence. Merci Laurent Zecchini d'être venu au micro de Storia Voce. Merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs, d'être toujours plus nombreux à écouter Storia Voce et merci pour votre fidélité et votre soutien.